Ma femme infidèle s'est vantée, je peux te remplacer en 24 heures, lors d'une dispute. J'ai répondu, ok, alors. Il a ruiné ma vie. Je vais ruiner sa boutique. Le téléphone a vibré à 2h30 du matin, déchirant le silence de mon garage comme une lame rouillée. J'avais les mains plongées jusqu'au coude dans la transmission de Madame Henderson, les doigts couverts de cambouis, quand l'écran s'est allumé avec le nom de ma femme. Je suis chez John. Viens me chercher ou c'est fini entre nous. J'ai fixé ces mots pendant une bonne minute, les laissant s'imprégner. 22 ans de mariage, et tout se résume à un texto à 2h30 du matin, envoyé depuis la maison de mon meilleur ami pendant que sa femme enceinte dort à l'étage. Mes doigts, encore poisseux de liquide de transmission, ont tapé la réponse sans hésitation. C'est fini, alors. Le garage m'a soudainement paru plus petit. Les néons, plus agressifs. J'entendais le chien du vieux Murphy aboyer, 3 maisons plus loin, probablement après un raton laveur fouillant dans les poubelles. Des bruits normaux pour une nuit normale dans notre ville du Midwest en déclin. Sauf que plus rien n'était normal. J'ai fait une capture d'écran du message, j'ai ajouté la localisation qu'elle avait eu la bonne idée d'inclure, et je l'ai envoyé à la femme de John, Rebecca, avec une simple note. Je pensais que tu devrais savoir où est ton mari ce soir. Puis je me suis rasseoir sur mon chariot de visite et j'ai ri. Non pas que ce soit drôle. Rien dans tout ça n'était drôle. Mais parce qu'après des mois de soirées suspectes, d'appels téléphoniques mystérieux, et de rouge à lèvres trouvés sur des reçus qui n'étaient pas les miens, la vérité avait enfin décidé de se montrer, avec une enseigne au néon. Sarah, ma femme depuis 22 ans, me trompait avec John Morrison, mon meilleur ami depuis le lycée. Le même John qui avait été mon témoin de mariage, qui m'avait aidé à construire la terrasse de notre maison, qui m'avait prêté de l'argent quand le garage avait des difficultés. Le même John dont la femme, Rebecca, était enceinte de 7 mois de leur deuxième enfant. Mon téléphone a de nouveau vibré. Sarah, s'il te plaît, Mike, j'ai fait une erreur. Ne fais pas ça. Trop tard, ma chérie. Bien trop tard. Je suis sorti de sous la voiture et j'ai marché jusqu'à la fenêtre du garage. De là, je pouvais voir les lumières du centre-ville, ou du moins ce qu'il en restait. La moitié des devantures étaient vides, victimes des grandes surfaces et des achats en ligne, mais la quincaillerie de John prospérait, d'une manière ou d'une autre. Il a toujours eu le sens des affaires, ce John. Apparemment, il avait aussi le sens pour d'autres choses. Une autre vibration. Mike, réponds à ton téléphone. Il faut qu'on parle. J'ai retourné le téléphone face contre la table et je suis retourné au travail. Madame Henderson avait besoin de sa voiture pour le matin. Et contrairement à certains dans cette ville, je tenais mes promesses. À 3 heures du matin, mon téléphone avait vibré 17 fois de plus. J'ai compté chaque message, plus désespéré que le précédent. À 4 heures, elle appelait toutes les 5 minutes. J'ai laissé sonner. À 5h30, alors que le soleil commençait à poindre à l'horizon, j'ai entendu des cris venant de la direction du quartier de John. Même à plus de 3 kilomètres, le son portait dans notre ville tranquille. J'ai souri en finissant de serrer le dernier boulon de la transmission de Madame Henderson. Mon téléphone a sonné de nouveau. Cette fois, c'était John. J'ai répondu à la 4e sonnerie. Bonjour, rayon de soleil. Mike, écoute-moi. Non, c'est toi qui vas m'écouter, Johnny Boy. Tu veux jouer à la petite famille avec ma femme. Félicitations. Mais ne t'attends pas à ce que je nettoie tes saletés. Ce n'est pas ce que tu penses. Ah oui? Parce que je pense que tu te tapes ma femme pendant que la tienne, enceinte, dort à l'étage. Je me trompe? Silence. C'est bien ce que je pensais. Comment Rebecca a-t-elle pris la nouvelle? Espèce de... Fais attention, John. Tu ne voudrais pas dire quelque chose que tu regretteras. Tu en as déjà fait assez comme ça. J'ai raccroché et me suis versé un café de la cafetière que je gardais dans le bureau du garage. À travers la fenêtre, je voyais les lumières s'allumer dans les maisons du quartier. Les gens se préparaient pour le travail, commençant leur journée normale. Mon téléphone a vibré avec un texto de ma fille, Emma. Papa, qu'est-ce qui se passe? Maman ne répond pas à son téléphone, et il y a des trucs partout sur Facebook à propos de toi et de Monsieur Morrison. Ah, Facebook, le réseau de commérage de la ville. Plus rapide que n'importe quel journal et 2 fois plus vicieux.
Rebecca a dû partager mon petit cadeau avec le monde entier. Tant mieux pour elle. J'ai répondu par texto, ta mère a fait des choix. Demande-lui de t'en parler. À 7 heures du matin, j'avais 12 appels manqués de Sarah. 6 de John et 1 de ma belle-mère. Ce dernier, je n'allais certainement pas le rappeler. Margaret ne m'avait jamais aimé de toute façon. Elle pensait que Sarah s'était mariée en dessous de sa condition en choisissant un mécanicien plutôt que l'avocat qu'elle fréquentait. Le téléphone du garage a sonné. Mon premier client de la journée, probablement. Garage Mike S Auto Repair. Mike, c'est Tom Bradley. Écoute, ça me désole de faire ça, mais je vais devoir confier mes affaires ailleurs. Tom m'amenait sa flotte de camions de livraison depuis 8 ans. Je peux te demander pourquoi. Allons, Mike. Tu sais comment c'est. Ma femme. Elle ne trouve pas ça approprié étant donné les circonstances. Quelles circonstances, Tom? Toute cette histoire avec John Morrison et ta femme. Les gens parlent. Laisse-les parler. Écoute, je suis désolé. Vraiment, mais je ne peux pas me permettre d'être mêlé à ce bazar. Il a raccroché. En 1 heure, 3 autres clients ont appelé pour annuler leur rendez-vous. À midi, j'avais perdu la moitié de ma clientèle régulière. Je commençais à comprendre les règles de ce jeu. Dans une petite ville, quand les mariages explosent, tout le monde choisit son camp. Et apparemment, le propriétaire populaire et prospère d'une quincaillerie avec une femme enceinte l'emportait sur le mécano graisseux avec une épouse infidèle. Très bien. S'il voulait jouer, j'allais jouer. Mais j'allais jouer pour gagner. Le Rusty encore n'avait pas changé en 30 ans. Les mêmes tabourets en vinyle craquelé. Les mêmes enseignes à bière au néon clignotant aux fenêtres. La même odeur de cigarettes froides et de rêves brisés. Il était 14 heures un mercredi, ce qui signifiait la foule habituelle d'ouvriers d'usine au chômage et de retraités sans rien de mieux à faire. Parfait. J'ai commandé une bière et je me suis assis au bout du bar où je pouvais voir tout le monde et où tout le monde pouvait me voir. En 5 minutes, Bobby Kowalski s'est approché. Bobby était le courtier en information non officielle de la ville. Il connaissait les affaires de tout le monde et n'était pas du genre à garder sa langue dans sa poche. J'ai entendu dire que tu avais des problèmes conjugaux, Mike. C'est bien ce que j'ai entendu dire aussi. J'ai pris une gorgée de bière. Incroyable la vitesse à laquelle les nouvelles voyagent dans cette ville, surtout quand ça implique John Morrison. Le mec est pratiquement un saint ici. Il sponsorise la ligue de baseball des jeunes, fait des dons à la banque alimentaire, siège au conseil municipal. Un vrai pilier de la communauté, j'ai acquiescé. Dis-moi, Bobby, que sais-tu d'autre sur notre saint local? Bobby s'est penché plus près, sentant l'eau de Cologne bon marché et le whisky encore moins cher. Eh bien, puisque tu demandes, j'ai entendu dire que sa boutique ne marche pas aussi bien qu'on le pense. Il a contracté des prêts, utilisant l'entreprise comme garantie. Rebecca n'est pas au courant, bien sûr. Intéressant. Où as-tu entendu ça? Lisa Chen travaille à la banque. Elle gère les comptes de John depuis des années. Elle dit qu'il jongle avec les paiements, empruntant à Pierre pour payer Paul. Lisa Chen. Je connaissais Lisa. Nous étions allés au lycée ensemble. Elle avait eu un faible pour John à l'époque, avant qu'il ne choisisse Rebecca. Avant que Rebecca ne le choisisse lui, au détriment de l'argent et des attentes de sa famille. Lisa travaille toujours à la First National. Tous les jours. Pause déjeuner à midi. Elle boit un verre ici la plupart des vendredis après le travail. J'ai fini ma bière et j'ai laissé un billet de 20 sur le bar. Merci pour la conversation, Bobby. Quand tu veux, Mike. Et, désolé pour Sarah. On pensait tous qu'elle valait mieux que ça. Non, vous ne le pensiez pas. Vous pensiez tous que j'avais de la chance de l'avoir eu. Dehors, le soleil de l'après-midi semblait agressif après la pénombre du bar. J'ai traversé la ville jusqu'à la salle de boxe où je m'entraînais depuis 5 ans. Danny Kowalski, le frère cadet de Bobby et le seul membre de cette famille digne d'intérêt, dirigeait l'endroit. J'ai entendu dire que tu avais passé une sale nuit, a dit Danny pendant que je bandais mes mains. Sale semaine, sale mois. Fais ton choix. Tu veux en parler? Je préfère frapper quelque chose. Danny a hoché la tête et a tenu le sac de frappe. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai déversé ma frustration sur le cuir et le sable. Chaque coup était pour les mensonges de Sarah,
la trahison de John, les clients qui m'avaient abandonné, la ville qui avait déjà décidé que j'étais le méchant de l'histoire. Quand j'ai eu fini, mes jointures étaient à vif et ma chemise trempée de sueur. Mais ma tête était plus claire qu'elle ne l'avait été depuis des mois. « Tu te sens mieux ?» a demandé Danny. « Ça vient, Danny. Laisse-moi te demander quelque chose. Si quelqu'un te baisait la gueule, vraiment bien comme il faut, jusqu'où irais-tu pour te venger ?» Danny a réfléchi en rangeant la salle. Ça dépendrait à quel point il m'a baisé et à quel point je serais intelligent pour me venger. Et si tu étais vraiment très intelligent? Alors je m'assurerais qu'il ne le voit jamais venir. Ce soir-là, je suis passé devant la maison de John. Son camion n'était pas dans l'allée, mais le minivan de Rebecca y était. La maison était sombre, à l'exception d'une fenêtre à l'étage. Probablement la chambre d'enfant qu'elle préparait pour leur deuxième. J'ai ressenti une pointe de culpabilité. Rebecca était innocente dans tout ça. Elle ne méritait pas ce que John lui avait fait, ce que Sarah l'avait aidé à faire. Mais la culpabilité était un luxe que je ne pouvais plus me permettre. Mon téléphone a vibré avec un autre texto de Sarah. « S'il te plaît, rentre à la maison. Il faut qu'on en parle comme des adultes. » J'ai répondu, « Les adultes ne trompent pas leur conjoint avec leur meilleur ami. Et c'est la caravane de ta mère. » 5 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Margaret, ma belle-mère, hurlant si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. « Salaud! Comment oses-tu jeter ma fille hors de sa propre maison? C'est ma maison, Margaret. Mon nom sur l'acte de propriété. Mon argent qu'il a payé. Après tout ce qu'elle a fait pour toi. T'as soutenu pendant tes études, a soutenu ton petit garage. Le petit garage qui a payé ses études de droit, tu veux dire? Elle a fait une erreur. Elle a fait un choix. Maintenant, elle doit vivre avec. » J'ai raccroché et j'ai éteint mon téléphone. J'avais du travail à faire. Lisa Chen était plus jolie que dans mes souvenirs du lycée. 38 ans lui allait bien. Professionnelle, confiante, avec ce genre d'intelligence vive qui vient du fait d'avoir survécu dans un monde d'hommes. Elle était assise seule dans une banquette du encore quand je suis entré vendredi soir. Mike Patterson. J'ai entendu dire que tu passais une sale semaine. De plus en plus sale de jour en jour. Je me suis glissé dans la banquette en face d'elle. Je t'offre un autre verre? Bien sûr. Un whisky sourd? J'ai fait signe au barman et j'en ai commandé 2. Alors, Lisa, j'ai entendu dire que tu suivais les finances de John Morrison. Son sourire était aussi tranchant que du verre brisé. Bobby parle trop. Bobby dit beaucoup de choses. La question est, lesquelles sont vraies? Elle m'a étudié un long moment. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tout. Lisa a sorti son téléphone et a fait défiler des fichiers. La quincaillerie de John a 3 mois de retard sur ses remboursements de prêts. Il a emprunté sur l'entreprise, sa maison, même la voiture de Rebecca. La dette totale avoisine les 400 000 $. J'ai sifflé doucement. Ça fait beaucoup de marteaux et de clous. C'est pire. Il a falsifié la signature de Rebecca sur les documents de prêt. Elle n'a aucune idée du gouffre dans lequel il se trouve. C'est de la fraude. Absolument. Mais pour le prouver, il faudrait que quelqu'un porte plainte. Et Rebecca pense que son mari marche sur l'eau. Et si elle découvrait l'argent? Ou ta femme? Les deux. Le sourire de Lisa est devenu prédateur. Alors John Morrison perdrait tout. Son entreprise, sa maison, sa femme, ses enfants, et finirait probablement en prison pour fraude. J'ai siroté mon whisky, en réfléchissant. Tu le détestes vraiment, n'est-ce pas? John Morrison a détruit ma carrière à la banque il y a 5 ans. Il a inventé des histoires sur moi, disant que j'étais instable, pas professionnel, il m'a coûté une promotion et a failli me faire virer. Tout ça parce que je n'ai pas voulu coucher avec lui. Il a essayé de... Oh, il a fait plus qu'essayer. Mais je me suis défendu, et il s'est assuré que je le paie. Alors oui, je le déteste. Et si tu prévois ce que je pense que tu prévois, je suis partante. Nous avons parlé pendant une autre heure, partageant des informations, planifiant une stratégie. Quand j'ai quitté le encore, j'avais des copies des documents de prêt de John, des signatures falsifiées de Rebecca, et une alliée très motivée. Le lendemain matin, j'ai commencé ma campagne.
Premier arrêt, le café du coin, où toutes les commères de la ville se rassemblaient pour leur dose quotidienne de caféine et de scandale. Je me suis assuré de m'asseoir là où tout le monde pouvait m'entendre parler au téléphone. Oui, maman. Je sais que c'est difficile à croire. 22 ans de mariage jetés à la poubelle parce qu'elle ne pouvait pas garder les jambes fermées. Quoi? Oh, ça dure depuis des mois, peut-être plus. Tu devrais voir certains des textos. Non, je ne peux pas te les envoyer. Ils sont trop explicites. À midi, la moitié de la ville pensait avoir entendu les détails croustillants de l'infidélité de ma femme. Le soir, l'autre moitié avait entendu des détails encore plus croustillants que je n'avais jamais partagés. Ensuite, j'ai rendu visite à mon avocat, Dave Morrison. Aucune parenté avec John malgré le nom. David s'occupait de mes contrats commerciaux depuis des années et me devait quelques faveurs. Je veux demander le divorce, je lui ai dit. Et je veux m'assurer de garder tout ce qui m'appartient de droit. De quoi parle-t-on, Mike? La maison, l'entreprise, mes outils, mon camion. Tout ce que je possédais avant le mariage et tout ce que j'ai construit pendant. Et les biens communs? Quels biens communs? Elle dépensait son argent en vêtements et en vacances. Je dépensais le mien à construire une vie. Dave a examiné mes dossiers financiers, secouant la tête. Bon sang, Mike, tu as vraiment tout payé, n'est-ce pas? La maison, les voitures, même ses prêts étudiants en droit. Chaque centime. Et maintenant, elle veut en prendre la moitié pour s'installer avec mon ex-meilleur ami. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que l'Indiana n'est pas un état de communauté de biens. Si tu peux prouver qu'elle a commis un adultère et que tu as des preuves de sa liaison. Oh, j'ai des preuves. Cet après-midi-là, j'ai visité la banque où travaillait Lisa. Elle m'a glissé une enveloppe Kraft quand personne ne regardait. Des copies de tout, a-t-elle murmuré. Demande de prêt, signature falsifiée, historique de paiement. Assez pour l'enterrer. Qu'est-ce que tu y gagnes? La vengeance est sa propre récompense. Mais si John tombe, la banque aura besoin de quelqu'un pour gérer la saisie. Quelqu'un qui connaît ses comptes sur le bout des doigts. Et cette personne, ce serait toi. C'est drôle comme les choses se goupillent. Ce soir-là, j'ai reçu un appel de mon fils, Jake, qui est à l'université. Papa, qu'est-ce qui se passe, bordel? Maman m'a appelé en pleurant, disant que tu l'avais mise à la porte et que tu avais gelé tous les comptes. Je n'ai rien gelé. J'ai juste fait en sorte qu'elle ne puisse pas dépenser de l'argent qui n'était pas le sien. C'est ta femme. C'était ma femme. Maintenant, c'est le problème de John Morrison. Tu ne peux pas juste. Jake, laisse-moi t'expliquer quelque chose sur le mariage. C'est un partenariat basé sur la confiance. Quand un partenaire brise cette confiance, le partenariat est dissous. Ta mère a choisi de dissoudre notre partenariat. Maintenant, elle doit vivre avec les conséquences. Mais maman a dit. Ta mère dit beaucoup de choses. Interroge-la sur les textos. Demande-lui où elle était mardi dernier à 2h30 du matin. Demande-lui pour les reçus d'hôtel que j'ai trouvés dans son sac. Silence à l'autre bout du fil. Papa, c'est vrai? Elle te trompe vraiment? Qu'en penses-tu, fiston? Plus de silence, puis, je crois que je dois appeler Emma pour m'assurer qu'elle va bien. Bonne idée. Et Jake, ne crois pas tout ce que ta mère te dit. Elle n'est pas exactement une narratrice fiable ces derniers temps. Le dimanche, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des clients annulant leur rendez-vous, des amis prenant parti, des membres de la famille exigeant des explications. J'ai tout laissé aller sur la messagerie vocale. À la place, j'ai passé la journée sur mon ordinateur à créer des comptes sur les réseaux sociaux que je n'avais jamais pris la peine d'avoir. Il était temps de traîner tout ce bazar au XXIe siècle. Le lundi matin, on a frappé à ma porte. Sarah se tenait sur le porche, l'air de n'avoir pas dormi depuis des jours. Ses cheveux habituellement parfaits n'étaient pas lavés, ses vêtements chers étaient froissés. Elle logeait dans le camping de caravane de sa mère, et ça se voyait. Mike, s'il te plaît, on peut parler? Parle. Tu as 5 minutes. Je peux entrer? C'est aussi ma maison. C'était ta maison. Maintenant, c'est juste la mienne. Mais je me suis écarté et l'ai laissé entrer. Elle a regardé le salon comme si elle le voyait pour la première fois. Tu as changé les serrures. Entre autres choses.
Un café, s'il te plaît. J'ai versé 2 tasses et lui en ai tendu une. Alors, parle. J'ai fait une erreur. Une énorme, horrible erreur. Mais c'est fini maintenant. John et moi, c'est terminé. Je veux rentrer à la maison. Quel timing intéressant. Ça n'aurait rien à voir avec les problèmes financiers de John, par hasard? Son visage est devenu blême. Quel problème financier? Oh, tu ne sais pas? Ton petit ami est fauché, Sarah. Pire que fauché. Il doit plus d'argent qu'il n'en gagnera dans les 5 prochaines années. Et il a falsifié la signature de sa femme pour obtenir des prêts. Rebecca va tout perdre quand ça va sortir. Ce n'est pas possible. John a du succès. Sa boutique a 3 mois de retard sur ses paiements et est sur le point d'être saisie. Il n'a pas mentionné ça pendant vos soirées romantiques? Sarah s'est assise lourdement sur le canapé. Tu mens. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré des photos des documents de prêt de John. Lisa Chen à la banque est très serviable quand elle le veut. Lisa. Cette vieille garce amère. Fais attention. Lisa a été très utile pour m'aider à comprendre à quel point les problèmes de ton petit ami sont profonds. Savais-tu qu'il a essayé de l'agresser il y a 5 ans? Ça lui a coûté une promotion quand elle n'a pas voulu céder. John ne ferait pas, John le ferait et John l'a fait. Tout comme il l'a fait avec toi. La différence, c'est que Lisa s'est défendue. Toi, tu as juste écarté les cuisses. La tasse de café de Sarah a heurté le sol, se brisant sur le parquet. Comment peux-tu me dire ça? Facile. J'ouvre la bouche et les mots sortent. 22 ans de mariage, Sarah. 22 ans. Et tu as tout jeté pour quelques mois de frisson bon marché avec un homme marié dont la femme porte son enfant. Ce n'était pas bon marché. Je l'aime. Tu aimes l'idée que tu te fais de lui, l'homme d'affaires prospère, le pilier de la communauté. Dommage qu'en réalité, ce ne soit qu'un fraudeur infidèle et fauché qui est sur le point de tout perdre. Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre. Voici ce qui va se passer. Tu vas signer les papiers du divorce me donnant tout. La maison, l'entreprise, les voitures. En retour, je ne porterai pas plainte pour l'argent que tu as volé sur nos comptes joints. Je n'ai rien volé. 5 000 $ retirés de notre compte d'épargne le mois dernier. 3 000 autres le mois d'avant. Tu veux deviner à quoi tu les as dépensés? Chambre d'hôtel, dîner, cadeau pour ton petit ami. C'est du vol, Sarah. Des actifs matrimoniaux utilisés pour une liaison extra-conjugale. Elle pleurait maintenant. Des sanglots qui secouaient tout son corps. S'il te plaît, Mike. Je ferai n'importe quoi. J'irai en thérapie. Tu signeras les papiers aujourd'hui. Ou demain matin, je dépose une plainte pénale pour vol et j'envoie des copies de tes textos à tous les avocats de la ville. Tu penses que ta carrière survivra à ce genre de publicité? Espèce de salaud. C'est moi le salaud? Je ne suis pas celui qui baisait le meilleur ami dans le dos de son conjoint. Elle a signé les papiers. Après le départ de Sarah, je suis allé à la quincaillerie de John. Il y avait du monde pour un lundi après-midi. Des clients parcourant les allées, des employés aidant avec des projets. John était au comptoir du service client, jouant son numéro habituel de charme de petite ville. Il m'a vu arriver et son sourire s'est effacé. Mike. Je ne m'attendais pas à te voir ici. J'imagine bien. Tu as une minute pour qu'on parle en privé? Il m'a conduit à son bureau à l'arrière du magasin. Les murs étaient couverts de photos de John recevant diverses récompenses communautaires, serrant la main de politiciens locaux, posant avec des équipes de jeunes qu'il avait sponsorisées. Écoute, Mike, à propos de Sarah. Sarah, c'est réglé. Elle a signé les papiers du divorce ce matin. Elle est toute à toi maintenant, Johnny Boy. Il avait l'air confus. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que tu as gagné. Félicitations. Tu as eu la fille, tu as brisé mon mariage, tu m'as coûté la moitié de mes clients. Tu dois te sentir plutôt bien dans ta peau. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Comment était-ce censé se passer? Tu séduis ma femme, je le découvre, et ensuite? Je te serre la main et je te souhaite bonne chance? John s'est assis derrière son bureau, paraissant soudain plus vieux que ses 43 ans. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Mais c'est allé loin.
Et maintenant, tu dois faire face aux conséquences. J'ai sorti une enveloppe Kraft et je l'ai posée sur son bureau. En parlant de conséquences. Il a ouvert l'enveloppe et est devenu blanc en regardant les documents de près. Où as-tu eu ça? Est-ce que ça a de l'importance? La question est, qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Ce sont des dossiers bancaires privés. Tu ne peux pas, je ne peux pas quoi? Les partager avec Rebecca? Les posters sur Facebook? Envoyer des copies au conseil municipal? Tu ne le ferais pas, et c'est moi. Tu as détruit ma famille, John. Qu'est-ce qui te fait croire que je ne te rendrai pas l'appareil? Je me suis levé pour partir, puis je me suis retourné. Oh, et John, tu devrais peut-être vérifier ton camion en partant ce soir. Quelqu'un a peut-être mis du sucre dans ton réservoir. Son visage est passé du blanc au rouge. Espèce de fils de... Attention, Johnny. Tu ne voudrais pas dire quelque chose que tu regretteras. Tu en as déjà fait assez comme ça. Je l'ai laissé assis là, fixant les preuves de sa ruine financière. Ce soir-là, j'étais au Rusty encore quand John a fait irruption, l'air d'un homme au bord du gouffre. Son camion avait en effet subi de mystérieux problèmes de moteur, et il avait dû marcher 6 pâtés de maison sous la pluie. Toi! A-t-il crié en me montrant du doigt. Tu as bousillé mon camion. Le bar est devenu silencieux. Tous les yeux étaient sur nous. Je ne vois pas de quoi tu parles, John. J'ai été ici toute la soirée. Demande à n'importe qui. Il a chargé à travers la pièce, mais j'étais prêt. 20 ans d'entraînement à la boxe ont porté leurs fruits alors que j'esquivais sa charge maladroite et le cueillais avec un crochet du droit qu'il a envoyé s'étaler sur une table pleine de bouteilles de bière. Le fracas fut spectaculaire, du verre partout, la bière s'imprégnant dans la moquette. John Morrison, à plat sur le dos, du sang coulant de son nez. Tu veux essayer un autre coup, ai-je demandé, debout au-dessus de lui. Parce que j'ai 22 ans de mariage à évacuer sur ton visage. Il a essayé de se relever, a glissé dans la bière et est retombé. Tout le bar riait maintenant. Reste à terre, Johnny. Tu es mieux comme ça. J'ai laissé un billet de 50 sur le bar pour couvrir les dégâts et je suis sorti, laissant John Morrison gisant dans une flaque de bière et de verre brisés. Sa réputation aussi brisée que les bouteilles autour de lui. L'appel est arrivé à 3 heures du matin un jeudi. Rebecca Morrison sanglotait si fort que je pouvais à peine la comprendre. Mike, c'est toi. C'est moi, Rebecca. Qu'est-ce qui ne va pas? John. Il est parti. Il a pris de l'argent du magasin et s'est enfui. Il m'a laissé un mot disant qu'il était désolé, qu'il ne pouvait pas affronter ce qui allait arriver. Je me suis redressé dans mon lit, instantanément réveillé. Qu'est-ce que tu veux dire par parti? Son camion a disparu. La moitié de l'argent du coffre du magasin a disparu. Et il y a un mot sur la table de la cuisine. Il dit que la banque va saisir, que nous allons tout perdre. Où es-tu maintenant? À la maison. Mais je ne sais pas pour combien de temps. Mike, je ne comprends pas ce qui se passe. Hier tout allait bien et maintenant. Rebecca, écoute-moi. Es-tu en sécurité? As-tu un endroit où aller? Ma sœur à Chicago, peut-être. Mais Mike, qu'est-ce que je vais dire aux enfants? Comment expliquer que leur père est un voleur et un lâche? J'aurais pu lui dire qu'il était aussi un adultère, mais elle avait assez souffert. Tu leur dis que leur père a fait de mauvais choix. C'est tout ce qu'ils ont besoin de savoir pour l'instant. Après avoir raccroché, je n'ai pas pu me rendormir. La fuite de John ne faisait pas partie du plan. Je voulais qu'il affronte les conséquences de ses actes, pas qu'il déserte comme un lâche. Mais peut-être que c'était mieux ainsi. Rebecca toucherait l'argent de son assurance vie, en supposant qu'il ne réapparaisse pas vivant quelque part. Les enfants seraient mieux sans un père qui était un tricheur et un fraudeur. Et Sarah. Sarah se retrouverait à payer les pots cassés pour un homme qui l'avait abandonné à la première difficulté. Le lendemain matin, je suis allé à la caravane de Margaret pour voir comment mon ex-femme gérait la nouvelle. J'ai trouvé Sarah assise sur les marches, toujours en pyjama, l'air d'avoir vu son monde s'effondrer. J'ai entendu pour John, ai-je dit. Elle a levé les yeux vers moi, les yeux rouges et gonflés. Il m'a quitté. Exactement comme tu l'avais dit. En fait, je pensais qu'il resterait pour le procès pénal. Je ne m'attendais pas à ce qu'il s'enfuit. Il a laissé un mot.
Il a dit qu'il m'aimait mais qu'il ne pouvait pas m'entraîner dans sa chute. Elle a ri amèrement. 22 ans de mariage que tu as jeté pour lui, et il n'a même pas pris la peine de dire au revoir en personne. Je n'ai rien jeté, Sarah. C'est toi qui l'as fait. Je sais. Sa voix était à peine un murmure. Je sais que c'est moi. Et maintenant j'ai tout perdu. Mon mari, ma maison, ma carrière, mes enfants. Tout ça pour un homme qui s'est enfui à la première difficulté. J'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je ne sais pas, maman dit que je peux rester ici aussi longtemps que j'en ai besoin, mais... Elle a fait un geste vers le parc de caravanes délabré autour de nous. Ce n'est pas exactement ce que j'avais prévu pour ma vie. Les choix ont des conséquences, Sarah. Tu as fait ton choix. Je sais. C'est juste. Je n'aurais jamais pensé que ça finirait comme ça. Je l'ai laissé là et je suis allé à la banque où Lisa attendait avec les derniers papiers. Les comptes de John sont gelés, a-t-elle dit. Le magasin sera saisi la semaine prochaine. Rebecca perdra la maison d'ici un mois, à moins qu'elle ne puisse trouver 400 000 $. Et les charges criminelles pour les signatures falsifiées? Rebecca devrait porter plainte, et elle n'est pas en état de prendre ce genre de décision en ce moment. Alors, John s'en tire comme ça? John vit dans son camion quelque part, en supposant qu'il ne l'ait pas jeté d'un pont. Je dirais qu'il paie pour ses crimes. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de Dave Morrison, mon avocat. Mike, il faut qu'on parle. L'avocat de Sarah conteste l'accord de divorce. Pour quel motif? Elle invoque la contrainte. Elle dit que tu as menacé de détruire sa carrière si elle ne signait pas, je lui ai donné un choix. Signer les papiers ou faire face aux conséquences de ses actes. Cela pourrait être considéré comme de la coercition. Alors faisons en sorte que ça n'ait pas d'importance. Je veux que tu engages une poursuite civile contre John Morrison pour détournement d'affection. L'avocat de Sarah peut essayer de contester notre accord de divorce, mais elle ne peut pas contester une décision de jury. Détournement d'affection. Mike, c'est un cas difficile à prouver. J'ai des textos, des reçus d'hôtel et 20 témoins qui les ont vus ensemble. À quel point ça peut être difficile? Le procès civil a fait l'effet d'une bombe dans le journal local. Un mécanicien local poursuit le propriétaire de quincaillerie disparu pour lui avoir volé sa femme. L'article incluait suffisamment de détails pour qu'il soit clair que John Morrison ne s'était pas seulement enfui à cause de problèmes financiers. Il s'était enfui des décombres de 2 familles. En une semaine, des clients m'appelaient pour s'excuser de m'avoir abandonné. Tom Bradley a ramené ses camions de livraison avec une caisse de bière et des excuses penaudes. Je ne connaissais pas toute l'histoire, a-t-il dit. Je pensais que tu avais peut-être fait quelque chose de mal. Maintenant je vois que John Morrison était le problème depuis le début. John Morrison est parti, Tom. Je suis toujours là. Oui, tu es là. Et tu es toujours le meilleur mécanicien de la ville. À la fin du mois, mon entreprise était plus occupée qu'elle ne l'avait été depuis des années. Étonnant de voir à quelle vitesse l'opinion publique peut changer quand tous les faits sont révélés. La quincaillerie est restée vide, les fenêtres tapissées d'avis de saisie. Rebecca avait déménagé à Chicago avec ses enfants, laissant derrière elle la maison qu'elle pensait être sa maison pour toujours. La banque avait saisi les actifs de John, mais il n'y en avait pas assez pour couvrir ses dettes. Sarah a trouvé un emploi dans un cabinet d'avocats à 2 villes de là, gagnant la moitié de ce qu'elle gagnait avant. Elle vivait dans un appartement d'une chambre au-dessus d'une pizzeria, conduisait une Honda de 10 ans et apprenait ce que c'était que la vie quand on n'a pas quelqu'un d'autre pour tout payer. Quant à moi, j'allais très bien. 6 mois après la disparition de John Morrison, je fermais le garage quand un camion familier est entré dans le parking. Mon cœur s'est mis à battre la chamade en reconnaissant le véhicule et l'homme qui en sortait. John avait une sale mine. Ses cheveux étaient plus longs et plus gris, son visage émacié, ses vêtements sales et froissés. Il avait perdu au moins 15 kilos et pris 10 ans. Salut, Mike. Tiens, regarde ce que le vent nous amène. Je te croyais à moitié chemin du Mexique. J'y étais. Je suis allé jusqu'en Arizona avant de réaliser que je ne pouvais pas continuer à fuir. Alors tu es revenu pour affronter les conséquences. C'est noble. John a regardé autour du garage, observant l'espace de travail animé, le parking plein, les signes évidents de prospérité. On dirait que les affaires marchent bien. Mieux que jamais.
C'est drôle comme les choses se passent. Mike, je suis revenu pour m'excuser. Pour essayer de réparer les choses. Réparer les choses? Tu as détruit 2 familles, volé 400 000 $ et tu t'es enfui comme un lâche. Qu'est-ce que tu comptes réparer exactement? Je ne sais pas, mais je devais essayer. Je me suis dirigé vers ma boîte à outils et j'ai sorti une clé à molette. Pas pour le menacer, juste pour avoir quelque chose à faire de mes mains. Tu veux réparer les choses, John? Voilà comment faire. Tu te rends à la police. Tu avoues la fraude, le vol, la falsification. Tu t'assures que Rebecca reçoive tout l'argent qu'il te reste, et ensuite tu restes loin, très loin de ma famille. J'ai déjà perdu Rebecca. J'ai perdu mes enfants, mon entreprise, tout. Bien. Maintenant tu sais ce que ça fait. John est resté silencieux un long moment. Puis, comment va Sarah? J'ai ri. Sarah apprend ce que c'est que de vivre dans le monde réel. Pas de mari pour payer ses factures, pas de maison chic, pas de voiture chère. Elle travaille pour un cabinet d'avocats minable à Millfield, gagne 30 000 $ par an et vit dans un taudis au-dessus de Tony's Pizza. Mon Dieu. Oui. Mon Dieu. C'est incroyable la vitesse à laquelle ta vie peut s'effondrer quand tu fais des choix stupides. Tu penses qu'elle voudrait me voir? Je pense que tu devrais lui demander toi-même. Mais John, ne t'attends pas à un accueil chaleureux. Sarah a découvert que l'amour ne paie pas le loyer. Après le départ de John, j'ai appelé Lisa Chen. Devine qui vient de débarquer à mon garage? John Morrison. J'ai entendu dire qu'il était de retour en ville. Quelles sont les nouvelles à la banque? Ils vont porter plainte. Vol qualifié, fraude, falsification. Il risque 5 à 10 ans de prison. Et Rebecca? Toujours à Chicago. Elle ne veut pas lui parler. Elle ne veut pas le voir. Femme intelligente. Ce soir-là, je suis passé devant l'ancien appartement de Sarah au-dessus de la pizzeria. Le camion de John était garé devant. Je pouvais voir 2 silhouettes à la fenêtre. Sarah et John, ayant probablement la conversation qu'ils auraient dû avoir il y a 6 mois. Je ne suis pas resté pour voir comment ça se terminait. J'avais mieux à faire. Le lendemain matin, j'ai appris que Sarah m'avait de nouveau appelé en pleurant. Il va en prison, Mike. 5 ans, peut-être plus. Bien. Comment peux-tu dire ça? Il essaie de réparer les choses. Il essaie d'éviter les conséquences de ses actes. Il y a une différence. Je l'aime toujours. Alors tu es encore plus stupide que je ne le pensais. J'ai raccroché et je suis retourné au travail. Madame Henderson avait besoin que je répare ses freins et, contrairement à certaines personnes, je tenais mes promesses. 2 semaines plus tard, John Morrison a plaidé coupable de vol qualifié et de fraude. Le juge l'a condamné à 7 ans dans une prison d'État. Sarah a assisté à la condamnation, assise au dernier rang, pleurant silencieusement alors qu'on l'emmenait menotter. Je n'étais pas là. J'étais au travail, faisant ce que j'avais toujours fait, réparer ce qui était cassé. Mais tout ne pouvait pas être réparé. Certaines choses, une fois brisées, le reste. Rebecca Morrison n'est jamais revenue en ville. Elle s'est remariée 2 ans plus tard avec un pédiatre de Chicago qui a adopté ses enfants et leur a donné un foyer stable. J'ai entendu dire qu'elle était heureuse. Sarah ne s'est jamais remariée. Elle a passé les 5 années suivantes à rendre visite à John en prison chaque mois, attendant un homme qui avait détruit sa vie et n'avait montré aucun remords. Quand il a finalement été libéré, il a déménagé en Floride et ne l'a plus jamais contacté. Quant à moi, j'ai reconstruit ma vie exactement comme je le voulais. Le garage a prospéré. Mes enfants m'ont pardonné le divorce, et j'ai appris que parfois, la meilleure vengeance est simplement de bien vivre pendant que vos ennemis s'autodétruisent. Mais la vraie vengeance, la vengeance poétique parfaite, est venue 3 ans après que John soit allé en prison. J'étais au Rusty encore en train de boire une bière après le travail quand Lisa Chen est entrée. Elle était superbe, plus que superbe. Professionnelle, confiante, réussie. Tu offres un verre à une fille, a-t-elle demandé. Whisky sourd? Tu t'en souviens. Nous avons parlé pendant 1 heure, rattrapant les années depuis le procès de John Morrison. Lisa avait été promue directrice d'agence, avait acheté une maison dans le bon quartier de la ville et s'en sortait très bien. Tu sais ce qu'il y a de mieux dans tout ça,
a-t-elle dit alors que nous nous préparions à partir. Qu'est-ce que c'est? J'ai acheté la quincaillerie de John Morrison aux enchères. Je l'ai eue pour une bouchée de pain. Je l'ai renommée quincaillerie et bricolage chaîne. Tu plaisantes? Non. Et les affaires marchent du tonnerre. Il s'avère que les gens aiment traiter avec quelqu'un d'honnête. Nous sommes sortis ensemble sur le parking. La voiture de Lisa était une BMW neuve. Le succès lui allait bien. Mike, je peux te poser une question? Vas-y. Est-ce que tu regrettes parfois la façon dont tout s'est passé? J'y ai réfléchi un instant. Tu sais ce que je regrette? Je regrette d'avoir fait confiance à des gens qui ne le méritaient pas. Je regrette d'avoir gâché 22 ans avec une femme qui a tout jeté pour quelques frissons bon marché. Mais est-ce que je regrette de m'être battu quand ils ont essayé de me détruire? Pas une seule seconde. Bonne réponse. Elle m'a embrassé sur la joue et est montée dans sa voiture. Tandis qu'elle s'éloignait, je suis resté sur le parking, regardant les étoiles. John Morrison était dans un parc de caravanes en Floride, travaillant comme gardien de nuit et buvant jusqu'à s'endormir tous les soirs. Sarah était seule dans son appartement, attendant toujours un amour qui ne reviendrait jamais. Rebecca était heureuse à Chicago avec un homme qui la méritait. Et moi, j'étais exactement là où je devais être. Je suis monté dans mon camion et je suis rentré à la maison que j'avais construite, payée et gardée. Demain, je me lèverai et j'irai travailler dans l'entreprise que j'avais bâtie à partir de rien. Je réparerai ce qui était cassé et renverrai les gens chez eux avec des solutions à leurs problèmes. C'était une belle vie, une vie que j'avais méritée. Certains pourraient appeler ce que j'ai fait de la vengeance. Je préfère y voir de la justice. John Morrison et Sarah ont fait des choix qui ont détruit 2 familles. Ils ont payé le prix de ces choix. Quant à moi, je n'ai pas seulement survécu à leur trahison. J'ai gagné.